Bonjour, aujourd'hui je vais m'appliquer à vous décrire, expliquer et faire comprendre les différents styles de jeu que l'on peut croiser et développer sur Suprématie. Vu l'abstraction totale de ce cours, je n'y mettrai pas de vidéo. Vous n'avez qu'à, si vous le désirez, ouvrir toutes vos parties en même temps et vous amuser à repérer les différents styles. En préambule, je me défendrai contre les éventuelles critiques. Il n'y a pas une manière arrêtée et définitive de catégoriser les différents styles de jeu. Une fois que vous aurez un bagage conséquent, il est même fort possible que vous soyez en désaccord avec certains de mes propos. Qu'importe, aucun joueur ne peut se targuer de détenir la classification absolue. Il s'agit surtout, à votre niveau, de compréhension globale. Ma propre classification se rapproche des classifications traditionnelles, basées sur la personnalité de jeu plutôt que sur la technique. Si, pour moi, un style de jeu n'est pas la conséquence d'une utilisation spécifique de telle unité, mais plutôt d'un comportement, c'est-à-dire le contexte et la manière d'utiliser par exemple l'artillerie, plutôt que le simple pourcentage d'artillerie construit. Je trouve que cette classification est trop réductrice. Chaque joueur correct, par son vécu, par sa personnalité, aura toujours un style unique. Un style qui pourra être classé dans des styles de jeu. Les différences entre joueurs se repèrent dans les nuances. On n'est jamais à 100% d'un style. On est toujours dans un mélange subtil de différents styles. Enfin, un style n'est jamais définitif. Et, si vous aurez forcément un style préférentiel, un style dans lequel vous êtes à l'aise ou alors un style qui vous plaît plus que tout, il ne faut pas oublier que votre style doit se plier aux exigences de la partie. Suprématie est en cela magnifique que, contrairement à ce que Kevin et sa bande de kikou chantent sur le chat, il n'existe aucune méthode infaillible pour gagner. Aucun style ne prévoit un autre et tout style peut être contré. Les parties sont différentes les unes des autres et vous devrez vous adapter pour survivre et gagner. Et pour s'adapter, il convient de comprendre à fond comment fonctionnent les différents styles de jeu. Les comprendre, les analyser pour pouvoir les utiliser et d'autant mieux les mixer si besoin. J'ai souvent entendu « moi je n'ai aucun style, je joue polyvalent, je fais un peu de tout ». Ce genre d'affirmation, ça me donne envie, comme disait Woody Allen, de me faire élire à une chancellerie et d'envahir la Pologne. D'une part, votre personnalité biaisera toujours votre jeu, même si vous ne l'admettez pas, mais ça je m'en fais pas trop pour ça, une fois entraîné vous vous en rendrez compte par vous-même. Et d'autre part, la polyvalence est soit un mot mal utilisé, soit une bêtise. Les styles de jeu, lorsque poussés, apportent des avantages concrets tempérés par des désavantages. Il s'agit d'investissement, de paris si vous préférez. En jouant la polyvalence, vous ne tirerez parti d'aucun avantage, d'aucun style de jeu, mais vous garderez quand même une partie des désavantages. Par exemple, imaginons que vous construisiez, disons, un cuirassé, un ALVF, 3 artilleries et 2 chars. Vous avez donc une armée qui a de tout. Et pourtant, au prix comparatif, c'est-à-dire si on fait la comparaison de ce qu'on pourrait construire comme cuirassé pour l'ensemble des ressources utilisées, votre marine est plutôt faible. Donc, elle n'a aucune véritable capacité offensive, puisqu'en face, il sera facile de la couler avec seulement 2 cuirassés. Votre défense terrestre, elle, est plutôt bien assurée avec un ALVF et 3 artilleries. Cependant, votre force offensive est très limitée puisque pas assez d'ALVF pour être compétitif en guerre de position. Et surtout, trop peu d'artillerie pour faire des dégâts importants à un ennemi déterminé. Quant aux chars, le fait que les autres armes mécanisées soient si peu nombreuses, et donc si faibles dans leur domaine, le rend dangereux à l'usage. N'oubliez pas que le char est une arme d'accompagnement. Étudions un autre cas. Un cuirassé, 0 ALVF, 10 artilleries, un char. On est dans une composition beaucoup plus orientée. En l'occurrence, la marine reste faible, certes, mais les 10 artilleries rendent les batailles tactiques plus faciles, selon les cas. En effet, le char sera sublimé par le soutien de l'artillerie qui, pour le coup, dispose d'une force de frappe importante. Vous me direz, d'accord, mais est-ce si le mec en face il a 2 LVF? Ben ça marche plus.
Oui, oui, ça marche plus. Mais souvenez-vous, je vous ai dit qu'aucune stratégie, aucun style n'était meilleur qu'un autre et que tous pouvaient être contrés par un autre. Un peu comme le jeu de la poule, du renard et de la vipère, pour ceux qui connaissent. Je vous dissuade simplement de jouer la carte de la peur et de faire un peu de tout au risque de n'avoir aucune vraie force et d'être sans ressources en cas de guerre. Par sans ressources, je veux dire sans surprise. Si vous faites de tout, alors vous n'arriverez jamais à surprendre votre ennemi avec une puissance de feu supérieure. Puisque le cours concerne les styles de jeu, je vais étudier avec vous les 5 grandes écoles de jeu, les 5 grands styles, ainsi que leurs variantes, les sous-styles les plus connus. Certains styles ont des similitudes, c'est vrai, mais ne tombez pas dans le résumé réducteur. Tortue et défensif ont des ressemblances, mais ils ne sont pas identiques. Notez également que j'omettrai volontairement le style de jeu par trahison systématique. Les gens qui l'utilisent le nomment ruse, de la même façon que nous, on pourrait appeler le style par attaque offensif. Je me refuse à nommer le style par trahison style ruse, parce que j'estime qu'on ne peut pas appeler le bug using tirer parti des mécanismes du jeu. C'est un peu le même raisonnement. Le style de jeu par ruse, donc, ne sera pas étudié au sein de l'académie. Comprenons-nous bien. Je ne suis pas contre la trahison, qui est un aspect gameplay. Je porte juste en horreur le style par trahison, qui met en avant la trahison comme le moyen unique et privilégié pour obtenir la victoire. Après, la trahison est un aspect du jeu qui doit être envisagé au même titre que toutes les autres options. Tout ça pour dire que le style par trahison, c'est juste un style de médiocre. Mais ça, c'est juste mon opinion personnelle. Donc, on va commencer par étudier les styles les plus modérés. Alors, j'ai étudié les 5 grandes écoles de jeu, que sont la tortue, le défensif, le diplomate, l'offensif et l'impérialiste. Je dirais que le style le plus doux qui existe est le jeu dit diplomate. Voyons un peu plus en détail comment ce style fonctionne. Alors, ce style requiert une bonne plume et une certaine finesse dans les relations avec les autres joueurs. Jouer dans une bonne partie roleplay, c'est un véritable plaisir que de jouer diplomate avec d'autres diplomates. Ce style se caractérise justement par son absence de particularités notables. Ce n'est pas un style de joueur replié sur lui-même, et qui pourrait donc être considéré comme un joueur peu agréable vu son manque d'activité, et ce n'est pas non plus un style de joueur suragressif qui pourrait déplaire par son manque total de roleplay ou de respectabilité. C'est un style de jeu plutôt neutre, où le joueur entretient une correspondance cordiale avec l'ensemble des joueurs de la carte et essaiera de tirer parti des opportunités. Le joueur diplomate doit éviter de se retrouver dans 2 positions très inconfortables. Premièrement, la place de dominant de partie en phase pré-mécanisée, c'est-à-dire du jour 1 au jour 12, et en milieu de partie. Le dominant de partie a en effet tendance à se manger des coalitions d'envieux. Un jeu en finesse suggère donc de préférer à la place de numéro 1 la place de numéro 2 ou de numéro 3, quitte à laisser la place de numéro 1 à un joueur plus agressif. Un tel joueur à la place de numéro 1 est un joueur dont il sera facile de se positionner comme leader de coalition. La carte a une naturelle sympathie pour le numéro 2 et le numéro 3. En effet, chez les joueurs agressifs, la place de numéro 1 s'accompagne d'une montée croissante de l'agressivité, des exigences, des guerres et des attaques. Le diplomate saura se positionner en protecteur ou contre-pouvoir, augmenter sa popularité et donc prendre la place du numéro 1 au moment propice, c'est-à-dire en fin de partie de préférence. D'un point de vue économique, le style de jeu diplomate est très exigeant, car c'est par le commerce et les échanges amicaux, voire les cadeaux, que le joueur se fera reconnaître comme un partenaire sérieux et fiable. C'est un peu manichéen à dire, mais des échanges commerciaux réguliers, voire des aides ponctuelles, sont souvent des gages d'alliance plus forts qu'un partage de cartes. En revanche, le diplomate doit rester dans la mesure. Il y a une différence entre aider économiquement un pays
et soutenir économiquement un pays contre un autre pays. C'est une différence qui peut décider d'alliance ou conflit. D'un point de vue stratégique, le diplomate, contrairement à une idée largement répandue, ne doit pas multiplier les alliances. Une alliance, en effet, engage votre respectabilité et votre fiabilité. C'est-à-dire que si un allié vous appelle à la guerre, vous devrez vous engager sincèrement dans le conflit, quitte à vous désengager par la suite, une fois votre rôle d'allié rempli correctement. Si vous ne respectiez pas vos engagements, quels qu'ils soient, le style de jeu diplomate volerait en éclats. En effet, ce style de jeu repose beaucoup sur la parole donnée. Si cette parole perd sa valeur, la force ajoutée par la diplomatie perd de facto toute sa force. C'est dans l'orientation militaire que le style de jeu diplomate voit se développer ces deux sous-branches que sont le diplomate offensif et le diplomate défensif. Le diplomate offensif est à analyser. En effet, un diplomate offensif est moins offensif qu'un impérialiste défensif. Prenez donc garde aux relativités et aux échelles de valeur. Comment vais-je expliquer ça ? Le diplomate offensif maintient la paix aux frontières par le maintien d'une force de frappe propre à faire comprendre aux voisins que si la diplomatie échoue, mon armée reste très capable d'envahir mes voisins, toi compris. Une manière supplémentaire de se faire bien voir de la carte, c'est qu'il est généralement très bien perçu que la force soit utilisée avec parcimonie. Et si vous traitez des problèmes d'égal à égal, bien que vous soyez supérieur militairement, votre réputation et votre influence diplomatique augmenteront du même coup. Pourquoi ne pas utiliser systématiquement la force ? Eh bien, je reviens un peu en arrière, pour éviter de se retrouver numéro 1, justement, comme j'ai expliqué un peu plus tôt. En outre, une force offensive capable, qui repose sur des unités mécanisées lourdes, des cuirassés ou des chars en majorité, permet de démontrer, le moment venu, qu'on est un allié capable et solide. Cette capacité, elle aussi, est très importante dans la signature d'alliance. La carte a une mémoire. Si un allié vous appelle au jour 20 et qu'au jour 25, votre marine a coulé la marine adverse dans une bataille décisive, tout le monde s'en souviendra un mois plus tard. Les survivants s'en souviendront. L'inverse est bien entendu vrai aussi. Si vous avez subi une défaite terrible, tout le monde s'en souviendra. Le style diplomate comporte une part de risque qui lui procure sans doute plus d'adrénaline. Le diplomate offensif, comporte une part de risque qui lui procure certainement plus de fun, de peps, d'adrénaline que le style diplomate défensif que je vais développer maintenant. Alors, le diplomate défensif, lui, c'est un jeu un peu plus prudent. Oui, je sais, le style de jeu diplomate est déjà prudent par nature, mais lui, encore plus. Donc, ce style repose essentiellement sur la dissuasion. Des forteresses avec un niveau moyen élevé, en général supérieur à 2, ainsi qu'une force qui repose sur la protection exclusive du territoire. Cela permettra de dire aux voisins « Oui, tu pourrais m'attaquer. Et effectivement, j'ai pas les moyens offensifs de te raser. Par contre, mon coco, si tu attaques mon pays, ça va être un putain de Vietnam, et à la fin de la guerre, tu seras tellement affaibli que tu t'en relèveras pas. » Selon l'organisation du pays, on préférera souvent un nombre important d'ALVF ou d'artillerie, le but étant de pouvoir harasser un éventuel envahisseur. La marine sera réduite et ne servira qu'à bloquer des nœuds stratégiques, par exemple le passage du Danemark si vous jouez une nation nordique, ou la Manche si vous jouez l'Allemagne. Les chars, eux, en raison de leur utilisation résolument offensive, ne seront jamais aussi développés que l'artillerie. Pour le reste, le défensif s'appuiera surtout sur un réseau d'interdépendance qui sont vos partenaires économiques. Ces partenaires économiques seront sans aucun doute prêts à vous aider juste pour vous garder comme associé. Par exemple, imaginons l'Amérique qui vient au secours de l'Afrique contre l'Europe uniquement pour préserver le pétrole africain que l'Afrique vendait à l'Amérique à un bon prix. C'est un peu le principe. Sachez rester opportuniste et même avancer des arguments de ce genre aux autres nations. Remerciez toujours pour un soutien, mais surtout, gardez toujours cachées vos cartes. S'il est bon de demander de l'aide, il n'est pas bon de supplier pour être protégé. En effet, un joueur qui apparaît comme dépendant d'un autre a toujours
tendance à perdre de l'influence. Pour résumer, le style de jeu diplomate s'appuie sur la douceur et des rapports amicaux pour survivre, la fiabilité et la respectabilité pour augmenter sa puissance, et le temps pour assurer sa victoire. Comme force au style de jeu diplomate, on peut nommer que c'est un style agréable à jouer, que c'est un style qui n'exigera pas de vous une activité démentielle, et que c'est un style équilibré qui ne vous forcera pas à prendre des décisions que vous n'avez pas envie de prendre. C'est un style extrêmement prudent. À part ça, le style défensif assure une bonne espérance de vie dans une partie, et ce, même si vous ne la gagnez pas. Jouer diplomate, c'est en général un bon moyen d'arriver troisième. C'est un style risque petit, gagne petit. Par contre, comme faiblesse de ce style, on peut nommer que c'est un style relativement faible en début de partie, c'est-à-dire quand les rapports diplomatiques ne sont pas établis, que les faits en étant diplomate sont soit défensives, soit extrêmement rares, ce qui peut déplaire à une majorité de joueurs qui sont sur suprématie pour la guerre. Et enfin, peut-être le point le plus gênant avec ce style de jeu, c'est qu'il est totalement inopérant avec les crétins qui sont incapables d'orthographier correctement le nom de leur pays. Ensuite, nous allons parler du style défensif. Actuellement, le style défensif est sans aucun doute le style le plus joué par la communauté française. Il se résume, très caricaturalement, il se résume par on se défend des joueurs humains, on bouffe les IA en priorité, et une fois qu'on a suffisamment de force, on s'en prend aux voisins humains. Le style de jeu défensif est souvent considéré comme un style de médiocre par ceux qui ne l'ont jamais utilisé, et en règle générale par les expérimentés qui sont portés sur l'offensive. Je m'insurge un peu contre cette qualification. Ce n'est pas parce que c'est vrai que la majorité des kikus utilisent ce style, sans le savoir, mais c'est pas pour ça que ce style n'est pas valable s'il est mis en œuvre par un bon joueur. Le défensif évitera le risque en début de partie. En phase pré-mécanisée, quand l'infanterie est la reine des batailles et qu'elle doit être chouchoutée, le défensif optera pour des conquêtes limitées, de préférence sur des IA mineures, c'est-à-dire des nations de moins de 10 provinces, comme la Belgique, la Serbie, la Bulgarie, etc. Un style défensif ne signifie pas qu'aucune guerre offensive n'est lancée. Cependant, le défensif attendra souvent d'être en supériorité technique, supériorité qui peut être directe, ses troupes, ou indirecte, les troupes des alliés. C'est une supériorité que le défensif construit surtout grâce à la puissance de feu par bombardement. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les unités de bombardement ont très souvent une force défensive, couplée à une capacité offensive moins élevée, mais qui permet quand même aux défensifs de s'étendre. C'est l'avantage des unités de bombardement. L'exemple le plus flagrant, c'est la LVF. C'est une arme défensive, on l'a suffisamment étudiée. Mais son placement peut le transformer en arme stratégique d'attaque. En fait, sa portée est si importante peut même lui donner les deux atouts à la fois, défensif et offensif, selon le placement. Cependant, malgré qu'il reste une arme de bombardement, le cuirassé est rarement une arme développée par le défensif, en raison de son incapacité à se déplacer sur Terre, et le fait que sa projection de puissance soit uniquement marine. La plupart des défensifs ne prennent même pas la peine d'entretenir une marine. Après tout, un ALV sur la côte peut fort bien dissuader les débarquements, aussi bien que le ferait un cuirassé. Non, mais c'est vrai. Voyez le défensif comme un combattant qui avancerait vers son ennemi le bouclier levé. Il est protégé, mais cela ne l'empêche pas de frapper avec son épée, vous remarquerez. Les forteresses sont l'apanage du défensif. Après tout, sans besoin immédiat de marine, sans besoin offensif de développer en masse des voitures blindées ou des chars, les forteresses peuvent pousser comme des champignons aux endroits stratégiques comme aux endroits tactiques. Cependant, le défensif n'a pas besoin de développer son économie de voie ferrée dès le jour 6. En effet, la montée de la production et la réduction du malus de distance à la capitale ne le concernent pas aussitôt, alors qu'elles concernent les offensifs par exemple. Dans les sous-branches du style, on compte le défensif mercantile et le défensif opportuniste, qu'on appelle plus souvent le défensif agressif, qui est un terme plus, poli, à l'encontre
des joueurs de ce style. Le défensif mercantile est souvent considéré comme un style à part, on appelle le style marchand. Par contre, quand j'ai essayé de réfléchir à la classification, je me suis rendu compte que les similitudes étaient tellement énormes que finalement, je me suis dit que j'allais l'inclure comme un sous-style défensif plutôt que comme un style unique. Les pionniers du style marchand n'auront qu'à mettre une tête de cheval mort dans mon lit ou couper le câble des freins sur ma voiture s'ils ne sont pas contents. Petite minute historique, le mercantilisme, c'est un type particulier de commerce qui trouve ses racines dans l'Espagne du XVIe siècle. Le mercantilisme espagnol faisait ainsi reposer son commerce sur ces bateaux qui revenaient chargés d'or et d'argent des colonies, et en prenant soin que ces matériaux précieux, donc l'or et l'argent, restent en Espagne. Le mercantilisme pour les nuls, c'est donc de faire entrer les ressources dans le pays, les investir et empêcher que les ressources sortent. Le mercantilisme est ainsi incompatible avec une vision diplomate de l'économie. Là où le diplomate songera éventuellement à envoyer 5000 fers à un joueur afin de s'assurer son soutien ou un accès au pétrole, le défensif mercantile ne l'envisagera pas parce que ce fer, il en a besoin pour une forteresse ou il en a besoin pour une artillerie. Le défensif mercantile va miser l'autarcie. Selon le principe que toute ressource qui va à un autre peut servir contre moi, ces objectifs d'expansion et de développement économique vont être entièrement tournés vers l'indépendance de toutes les ressources. Une des conséquences indirectes est que le mercantile a tendance à être dans les plus grosses fortunes de la carte. Il n'achète que peu de ressources. Et souvent, c'est une puissance de renseignement importante. En effet, si l'argent n'est pas utilisé pour le commerce, il peut l'être pour l'espionnage, et surtout pour s'en prémunir. Les défensifs mercantiles sont ainsi souvent des partenaires économiques difficiles, mais qui disposent de stocks de ressources importants et qui ne manifestent pas une grande agressivité. Cette particularité fait souvent du défensif mercantile le chouchou des puissants, car le défensif mercantile sera souvent prêt à monnayer des territoires contre des ressources, et le dominant sera souvent intéressé par des échanges avec un voisin aussi tranquille que le défensif mercantile. La grande difficulté du défensif mercantile est de parvenir à rendre son pays une grande puissance économique tout en conservant suffisamment de forces militaires pour ne pas être annexé, car le défensif mercantile a souvent un pays très intéressant. En revanche, si le mercantile parvient ne serait-ce qu'à être la troisième nation en fin de partie, alors son stock relatif lui permet souvent d'obtenir par la force ou l'espionnage offensif une place de numéro 2, voire de numéro 1. Voyons le défensif agressif maintenant. Contrairement au défensif mercantile qui mise sur une optimisation à outrance de chaque province parce que son modèle économique lui interdit une expansion trop rapide, le défensif agressif a un modèle économique basé sur un cycle solidification-extension très systématique qui a tendance à le faire passer pour un froid calculateur. Il y a un fond de vérité, en ce sens que ce sous-style implique de prévoir à long terme, mais il s'adapte quand même aux situations. Dans agressif, on retrouve agression, et c'est là qu'on a un exemple concret de style un peu hybride. En tirant parti des forteresses et des ALV artillerie, et en étant patient, on phagocyte petit à petit ses voisins. Le défensif agressif est sans aucun doute le style qui prend le plus de temps pour dévorer ses adversaires. En effet, il reprend la tactique bien connue du bombardement protégé. Les ALV artillerie bombardent pendant des jours, puis les troupes avancent et prennent la ville. Ensuite, on déplace les artilleries et on recommence en prenant soin qu'il y ait entre l'ennemi et vos artilleries une force importante d'infanterie. Plus diverses troupes mécanisées, évidemment. Économiquement, ce genre de conquête est le plus doux, car province après province, la consommation des récentes conquêtes n'est pas étouffante. De plus, les révoltes sont rarissimes, puisqu'il y a toujours des troupes pour pacifier les régions. Les agressifs les plus doués préfèrent même se retenir de dévorer trop vite un ennemi déjà vaincu. C'est assez cruel à voir de l'extérieur, hein. On sait qu'un tel a déjà gagné, mais on sait aussi qu'il ne va pas le bouffer d'un coup, seulement parce qu'il n'a pas envie de gâcher le bonus de la capitale, à la prise par exemple. En résumé, le style défensif repose sur la survie du pays, couplé à une construction lente de l'économie qui grignote petit à petit de l'espace pour gagner discrètement en puissance et avoir du répondant en fin de partie.
On peut nommer comme point fort à ce style de jeu que c'est un style de jeu qui ne requiert pas beaucoup de diplomatie. C'est un style assez user-friendly, c'est-à-dire que c'est un style assez instinctif et simple à appliquer, et ce pour la plupart des pays. Les seuls pays dans lesquels ce n'est pas applicable, ce sont les pays avec une très faible production de fer, voire pas du tout de fer, comme la Lituanie par exemple. C'est un style qui permet de conserver un ratio correct, parce qu'on est souvent en position défensive et dans des forteresses, et c'est un style sécurisant, c'est-à-dire que les défensifs se font très rarement dévorer en rush, même si ça arrive. Comme point faible à ce style, parce qu'il y a toujours des points faibles, je noterai qu'il y a une faiblesse militaire et économique terrible en phase pré-mécanique. C'est également un style de jeu qui, par son manque de diplomatie, est très vulnérable aux coalitions. De plus, c'est un style qui s'adapte assez mal à l'urgence, puisqu'il est tourné vers la défense et il n'a pas de vraie possibilité de s'adapter, sauf en augmentant son territoire. Et enfin, dernier mais pas le moins pire, c'est que c'est un style de jeu que je trouve très chiant avant le jour 15. Jouer défensif quand on n'a ni artillerie ni LVF, c'est vraiment lent et ennuyeux. Évoquons maintenant le style offensif. Le style offensif est pratiqué par une majorité d'expérimentés très actifs de suprématie, pour la simple raison que lorsqu'il opère, il permet des victoires rapides dans des conflits nerveux. Le style offensif repose sur l'extension perpétuelle et la division de l'empire du joueur en deux zones distinctes, la zone économique et la zone militaire. La première, la zone économique, représente une zone pacifiée qui produit des ressources et des unités mécaniques. C'est dans cette zone qu'on trouve ports, CDF, usines, centres de production. En général, cette zone économique ne possède des forteresses qu'aux endroits stratégiques ou en frontières chaudes, le fer étant réservé à la construction d'unités mécanisées, et ce dès la phase prémécanisée. Pour ceux qui auraient suivi, oui, l'ajout de la voiture blindée et du croiseur léger ont rendu beaucoup plus performant le style de jeu offensif. Ce qui n'est pas forcément mauvais calcul, puisque beaucoup de joueurs se plaignaient, mais je vous dis ça remonte à 2 ans, les joueurs se plaignaient que le style défensif était beaucoup trop avantagé en combat de loin. La deuxième zone, la zone militaire, représente un cercle plus ou moins étendu autour de la zone économique. L'offensif met en pratique le dicton selon lequel la meilleure défense c'est l'attaque. Et en effet, l'offensif prend toujours garde à ce que les combats se déroulent loin de sa zone économique. Et pour cela, mieux vaut soit attaquer en premier, soit prévoir la guerre sur un plan de contre-attaque, tel que les provinces dévastées seront celles de l'adversaire et surtout pas celles de l'offensif. Et oui, c'est une condition sine qua non. L'offensif a en permanence besoin de nouvelles troupes et de nouvelles unités mécaniques, puisqu'il les utilise. C'est en cela que les meilleurs offensifs ont besoin d'un niveau technique irréprochable. En effet, un offensif médiocre avancera avec des pertes, mais le vrai offensif, malin et rusé, c'est que moins il perd de troupes dans une conquête, plus les conquêtes suivantes seront faciles. Et ce faisant, il trouve l'équilibre entre rapidité et économie de troupes. Être offensif ne signifie pas forcément dévorer en 2 jours son adversaire, mais ça signifie surtout de maintenir les combats loin de chez soi et surtout de maintenir les combats à son initiative. En fait, le style de jeu est très exigeant militairement et implique de toujours être dans les leaders de la supériorité stratégique et technique. L'offensive va toujours être dans les premiers à sortir un cuirassé à LVF et être parmi les premiers à s'emparer de régions géostratégiques importantes. Pour vous en citer en vrac, des régions comme Gibraltar, Constantinople, Suez, l'Islande, Don Cossack, etc. Les bons joueurs de risque seront sans doute plus doués au style offensif parce que le mode de raisonnement à l'échelle de la carte est très similaire. Les 2 sous-branches du style offensif sont l'offensive blitz, communément appelé blitzer, et l'offensive diplomate, dit aussi offensive de bloc. Si vous avez joué à Starcraft, Warcraft ou tout autre RTS un peu rétro, vous avez sans doute déjà hurlé un jour devant votre écran « Putain, mais fait chier le rush quoi, merde !» ou « Lol, noob !»
selon ce que vous étiez le rusher ou le rusher. Alors, Blitz, c'est un terme allemand qui signifie éclair. Guerre éclair, Blitzkrieg, vous suivez. Ce sous-style offensif pousse à outrance le principe d'avancer la zone de guerre loin de la zone économique. De mémoire, je n'ai jamais vu un blitzer rester en paix plus de 2 jours consécutifs. Les joueurs de ce style sont en guerre perpétuelle, car ils avancent en permanence. C'est le jeu ultra-offensif par excellence. En général, le blitzer mise sur une extension formidable en phase mécanisée, puis un ralentissement, voire un changement de style. La pensée derrière le blitz est très réfléchie. On sacrifie des troupes, peut-être beaucoup, pour être dans les grandes puissances territoriales au début de la phase mécanisée, ce qui permet d'être dominant et donc offensif toute la partie grâce à une avance confortable. En revanche, c'est un style qui a le démérite de s'essouffler dans le temps. Il est en effet difficile de se défendre diplomatiquement quand on joue un style aussi agressif que celui du blitz, et concrètement, les coalitions viennent facilement à bout le blitzer si ce dernier n'a pas pris garde à assurer ses arrières. D'un point de vue d'espionnage, le blitzer a besoin constant de reconnaissance. En effet, il n'a pas le luxe de la prudence, et il doit donc tout savoir de son adversaire. Informations qu'il recueille par la diplomatie ou par l'espionnage, cette dernière voie étant utilisée surtout pendant les conflits. Le blitz permet, surtout en carte Europe, de remporter des victoires stupéfiantes de rapidité. En 12 jours sur une carte Europe, par exemple. Parmi vos professeurs, je sais que Locaine affectionne pas mal le blitz, mais je soupçonne qu'en fait il aime ce style de jeu, pas parce que ça le fait gagner, mais parce que ça lui permet de dévorer beaucoup de joueurs en un temps record. L'autre sous-style de l'école de jeu offensive, c'est l'offensive diplomate, ou offensive de bloc. C'est un sous-style qui demande une grande acuité analytique. L'offensive diplomate fructueux est celui qui s'étend avec la bénédiction du monde connu, tandis qu'il construit petit à petit son bloc, c'est-à-dire 2 alliés, avec lesquels il s'arrangera pour obtenir le podium. Aucune trahison n'est possible au sein de ce sous-style. La trahison implique la dislocation du bloc, et à moins que ce soit l'effet recherché, il n'y aura aucun profit à long terme. De plus, si on pense au-delà de la fin de la partie, trahir des alliés de bloc est rarement positif, surtout si il s'agit de joueurs actifs. Beaucoup de joueurs expérimentés, moi le premier, notent les noms des traîtres pour savoir qui exploser dès le début de partie. Et si nous recroisons ce genre de joueurs, des traîtres sur d'autres parties, on ne prend évidemment même pas la peine de lire leurs messages, compte tenu de ce que dès le jour 0, on est en guerre contre eux. Alors, je dis bien traître de bloc, je le répète, la trahison est un aspect gameplay, mais il y a trahison et trahison. Il y a trahir son équipe et trahir un engagement, ce qui n'est pas tout à fait pareil, et ce qui n'est pas perçu de la même manière par les joueurs. La diplomatie sert à l'offensif, diplomate donc, dans le choix des cibles et le placement des pays. Je mettrai en garde contre une pratique déplorable qui découle de ce style. Certains joueurs, certains crétins, viennent à 3 sur une partie publique sans équipe et entreprennent un jeu offensif de bloc en ayant un avantage totalement illégitime sur leur adversaire, puisqu'ils étaient déjà en équipe avant même de rejoindre la partie. Alors, faire ça, je trouve ça extrêmement insultant pour les joueurs offensifs, et j'espère que j'entendrai jamais parler d'un tel comportement venant d'un étudiant de la Princess Academiae. Ce genre de comportement est presque aussi scandaleux que de demander à un ami de rejoindre une partie juste pour filer des ressources et des unités, ou pire, d'envoyer toutes ses troupes attaquer un ennemi pour que vous puissiez reprendre ses territoires. Alors là, c'est le summum de la bassesse qu'on puisse s'imaginer pour un joueur. Ferme-toi la parenthèse, fin de la digression, pardon. Le style offensif diplomate se construit petit à petit avec d'autres dominants. En général, c'est au début de la phase mécanisée que les gros s'accordent et ou que des petits s'accordent pour renverser des gros. En résumé, le style offensif repose sur des combats loin de la zone économique et d'une avance planifiée reposant sur l'attaque perpétuelle et l'agrandissement de la zone économique au fur et à mesure que les frontières sont repoussées.
On peut nommer comme point fort que c'est un style très dynamique, plein d'adrénaline. Que c'est un style qui, s'il fonctionne, a tendance à assurer une place de gagnant ou de vice-gagnant. C'est également un style qui permet de se faire d'excellents ratios, et c'est un style très intéressant qui est en constante évolution. En effet, la défense s'adapte à l'offensive et l'offensive doit innover pour vaincre la défense. C'est dans cela que jouer offensif peut être très intéressant. On peut nommer comme point faible à ce style, parce qu'il y en a évidemment, que c'est un style qui exige une activité énorme, où la moindre absence sérieuse équivaut à une défaite. En outre, comme autre point faible, si l'élan offensif du joueur et du pays est brisé, alors l'Empire s'effondre, de façon quasi systématique. C'est pour ça que les mauvais joueurs échouent toujours en tant qu'offensifs. Ils loupent une guerre et un assaut, et ils sont finis. L'offensif a en général une économie faible en milieu de partie, ce à cause des dépenses engendrées par ces guerres. Enfin, c'est un style qui est très vulnérable aux attaques surprises en phase prémécanisée. En effet, l'offensif n'attend jamais le jour 8 pour attaquer, il attaque dès le début. Et c'est là que s'il ne prend pas garde, il peut très bien se prendre un coup de jarnac sans y prendre garde. On va maintenant voir les deux derniers styles qui sont considérés comme étant les extrêmes dans leur genre. La tortue étant l'extrême du style de jeu défensif, tourné vers l'intérieur, et l'impérialiste étant l'extrême du style de jeu tourné vers l'extérieur. La tortue, pour commencer, est un style de jeu fait pour les joueurs occasionnels. À Suprématie, on n'a pas tous 4 heures par jour à donner au jeu. Je peux donc comprendre que des joueurs comme des collégiens, des lycéens ou des joueurs un peu âgés aient peu de temps à consacrer. Ils peuvent, même avec une activité réduite, être opérationnels techniquement. À ces gens-là, on peut dire que la tortue est faite pour eux. C'est un style lent, prudent, avec un tout petit peu de diplomatie, tourné vers l'autarcie. C'est un style de jeu qui porte très bien son nom de tortue. La tortue a du mal à se mettre en place, surtout en début de partie, mais elle a le mérite de permettre d'excellents ratios à peu de frais. La tortue mise uniquement sur les IA pour s'étendre, la diplomatie pour préserver ses frontières, le commerce pour augmenter son stock d'LVF et de forteresses, et ces deux derniers pour assurer sa survie. Je ne vais pas m'étendre sur ce style, ni en donner aucune sous-branche, pour la simple raison que j'avoue ma quasi-ignorance sur ce style. Je n'ai jamais joué personnellement le style tortue. J'ai joué 3 fois contre des tortues, une fois avec, et mon expérience dans le domaine est extrêmement limitée. Pour ce que j'en sais, les tortues commencent par blinder leurs frontières originelles, toutes leurs frontières, même celles de leurs alliés. Les tortues essaient ainsi, en général, de se prémunir de l'imprévu, notamment celui de la trahison. Elles sont extrêmement passives en termes d'expansion. Selon le positionnement, elles essaieront de grappiller une IA en la partageant avec un voisin. Du type, je te propose la moitié de la Belgique et moi l'autre moitié, et puis on signe un PNA. Ensuite, plus proche de la phase mécanisée, la tortue commence la production d'artillerie pour assurer sa protection, et passera aux ALVF dès que possible. Je n'ai jamais vu de tortue construire une marine, trop peu protégée, trop susceptible de couler. Les ALVF, eux, peuvent être protégés par des forteresses, et c'est pourquoi la tortue s'en dote massivement. D'un point de vue économique, la tortue a toujours un moral extrêmement haut, et elle peut se manger 5 guerres sans sourciller. En outre, le peu d'expansion et sa relative passivité la rendent peu intéressante vis-à-vis des joueurs. En fait, les tortues représentent souvent des îlots forteresses, et des joueurs tels que les blitzers aiment bien avoir ce genre d'alliés, car ils représentent véritablement une muraille solide à leurs frontières. Nota bene qu'un jour, j'ai vu une tortue changer brutalement son style de jeu, passant de tortue à défensif agressif. Il semble donc qu'une tortue peut, si elle désire, allonger la tête, mordre et bien faire mal. Je suppose que c'est une question d'activité. Si vous partez en vacances, avec activité réduite, la tortue semble un choix intéressant. Par contre, il faut accepter le côté lourd de ce style de jeu, le manque total d'interaction avec les autres joueurs. La tortue, c'est solo.
On peut nommer comme force à ce style que c'est un style très adapté à une activité réduite, que c'est un style facile à mettre en place, que c'est un style qui permet sans trop d'efforts de voir la fin des parties, pas de les gagner évidemment, et que c'était également un style transitoire, peut modifier assez facilement. En fait, on peut évidemment pas passer de tortue à impérialiste, mais on peut passer de tortue à défensif, voire de tortue à diplomate. On peut nommer par contre comme faiblesse que c'est un style totalement apathique et dénué de perspective, que c'est un style affreusement ennuyeux et peu efficace pour un joueur actif, et surtout que c'est un style de jeu sans aucune audace et sans aucune expérience à gagner. Enfin, nous allons voir le style de jeu impérialiste. Pour le coup, je vais faire un peu de favoritisme, puisque je suis un des plus ardents défenseurs de ce style de jeu. Alors, c'est un style qui a connu quelques évolutions sur son nom. On l'a d'abord appelé style de jeu d'influence, puis style de jeu féodal. Il y a une raison à ces dénominations, mais elles ont ensuite évolué vers le nom d'impérialisme. Style de jeu d'influence, pourquoi ? Parce que stratégiquement, l'impérialiste pense la carte en sphère d'influence. Chaque pays puissant ou dominant dans sa région représente un rival, un chef potentiel de bloc qui décide de la pluie et du beau temps dans la région en question. L'impérialiste aura ainsi pour but d'être une de ces puissances régionales, puis, si possible, de phagocyter les autres puissances régionales pour agrandir sa sphère d'influence et augmenter ses chances de victoire en fin de partie. C'est quoi donc une sphère d'influence ? Alors, c'est une zone géographique, physique, pour le coup, vous pouvez clairement la voir sur la carte. C'est une zone donc où l'impérialiste possède une capacité d'agir. Par exemple, si vous jouez le Royaume-Uni et que vous pouvez faire en sorte que si l'Italien attaque le Maroc, alors l'Autrichien va attaquer l'Italie en passant par la Suisse, on peut considérer que l'Autriche est partiellement dans votre sphère d'influence, puisque vous avez les moyens, l'influence de faire attaquer quelqu'un d'autre à un endroit précis. Sphère d'influence n'est pas seulement un terme militaire. Vous pouvez, je garde l'exemple de l'anglais, vous pouvez, si vous avez suffisamment d'influence, faire signer une alliance entre le Groenlandais et le Canada. Si vous y parvenez, alors il y a de bonnes chances qu'un de ces deux pays soit dans votre sphère d'influence, ou en passe d'y rentrer. Pourquoi a-t-on aussi appelé ce style féodal ? Eh bien, parce que le style impérialiste exige une certaine manipulation. Ces rapports avec les autres pays s'inscrivent souvent dans une relation vassalique. L'impérialiste joue avec les opportunités et les possibilités qu'il connaît, les met en relation avec les autres pays et passe ainsi souvent, à raison comme à tort, comme un souverain autour duquel gravitent les autres pays. C'est vrai au sein de sa région, l'impérialiste cherchant à dominer, mais il accepte souvent de partager sa domination avec un vassal. Mais c'est faux en dehors de sa région. L'impérialiste joue avec les intérêts de chaque nation, négocie, travaille et aide les intérêts des autres nations, ce qui lui permet d'aider ses propres intérêts. Alors finalement, pourquoi est-ce qu'on est venu au terme d'impérialiste ? Eh bien tout simplement parce que féodal et influence étaient trop réducteurs, tandis qu'impérialiste peut englober les deux. Les pays sous influence sont indépendants, mais ils restent dépendants, à la manière de pseudo-colonies. Comment fonctionne cette relation ? De la façon la plus simple qui soit. L'impérialiste est considéré comme un oncle par les pays sous influence. L'oncle impérialiste conseille, aide, soutient dans les causes justes et protège. En faisant ainsi avec tous les pays de la région, l'impérialiste assure à sa région et à ceux qui se plient à sa domination de pouvoir survivre jusqu'à la fin de la partie et donc d'avoir des chances équitables d'arriver à une deuxième ou troisième place. Et oui, la première place étant évidemment réservée à l'oncle si gentil. Toute la difficulté de ce style étant que, volontairement ou involontairement, d'autres impérialistes peuvent s'élever ailleurs dans la carte. Souvent d'ailleurs, des joueurs diplomates se transforment en impérialistes en réaction à un autre impérialiste.
Les impérialistes sont en effet très dangereux une fois posés dans leur région. D'un point de vue stratégique, les impérialistes partagent. Ils ne cherchent pas forcément la puissance physique, armée ou territoire, mais plus la puissance d'influence, la puissance diplomatique. Retenez le principe des sphères d'influence. La capacité de faire les choses se passer comme vous le voulez à un endroit précis, que ce soit par vos troupes ou par celle d'un allié. Une diplomatie féroce, une prise de position sur tous les événements de la carte, l'occasion d'augmenter son influence en pariant sur les bons chevaux. Il faut diminuer l'influence de ses rivaux dès que possible. Le jeu impérialiste est aussi agressif d'un point de vue diplomatique que l'est un blitzer du point de vue militaire. Il faut être de toutes les situations en faisant les bons choix. Le jeu impérialiste mise paradoxalement, c'est là aussi son petit côté amusant, sur ce qui est d'habitude un noubisme, c'est-à-dire la boulimie d'alliance. L'impérialiste veut et doit maintenir un carnet d'alliés conséquent. Attention, des alliés tacites, pas des alliés officiels. Les alliés officiels, ce sont vos vassaux et les gens de votre bloc. En fin de partie, l'impérialiste laissera s'entre-dévorer ses vassaux si ceux-ci veulent se battre pour la 2e ou la 3e place. L'impérialiste aura rempli son rôle. Après tout, il aura emmené ses vassaux à la fin de la partie, les aura conseillés et leur aura permis de belles victoires. Il leur aura aussi surtout permis d'avoir des chances égales de victoire qu'ils n'auraient sans doute pas eues sans l'aide de l'impérialiste. L'impérialisme ne souffre en revanche d'aucune médiocrité. Si vous n'êtes qu'un joueur moyen qui essaie de devenir un dominant régional par l'impérialisme et l'influence, vous vous ferez lamentablement dévorer dès que vos voisins se rendront compte que finalement, vous n'êtes pas meilleur qu'eux, ou pire, que vous leur donnez de mauvais conseils. C'est pour cela que l'impérialisme exige des victoires et repose sur la victoire. La défaite, si elle n'est pas bien expliquée, nuit à l'influence de l'impérialiste, voire le détrône. L'important est d'être meilleur que ses voisins pour pouvoir mettre en place l'impérialisme. Et si on tombe sur bien meilleur que soi, on peut proposer à ce joueur de devenir un impérialiste pour assurer une bonne place en fin de partie. Accepter d'être le vassal d'un impérialiste n'a rien de désobligeant. Après tout, chaque style cherche la survie et la victoire. En résumé, le style impérialiste, c'est un excellent joueur un excellent joueur technique, je parle, qui prend sous son aile des joueurs un peu moins bons, voire moyens, et qui leur permet, par la coopération, d'arriver en fin de partie. Tout ceci en éliminant les bons rivaux qui, évidemment, seraient dangereux pour les protéger. On peut nommer, comme point fort, que c'est un jeu ultra poussé, d'un point de vue diplomatique et roleplay, que les parties qu'il crée sont uniques, qui reposent énormément sur la psychologie et la personnalité des joueurs, et surtout, c'est le style le plus puissant des styles en milieu de partie, et en fin de partie, si les autres rivaux impérialistes offensifs et blitzer ont été écrasés. C'est-à-dire qu'un impérialiste puissant qui arrive en fin de partie et qu'il ne reste que des défensifs sur la carte, on peut déjà considérer qu'il a gagné. On peut nommer par contre en point faible que c'est un style extrêmement vulnérable aux trahisons, que les pieds de ce style sont d'argile, c'est-à-dire que le style repose sur le prestige, la victoire, comme je disais. Si le prestige de l'impérialiste est brisé, alors son réseau peut s'effondrer comme un château de cartes. Alors là, il passera de rôle de dominant de la carte à 6e, 7e. En outre, c'est un style de jeu rigide qui s'adapte assez mal à l'imprévisible. Justement, le talent de l'impérialiste, c'est la prévision de l'imprévisible, si vous arrivez à me suivre. Et c'est en cela que s'il arrive quelque chose qu'on n'avait pas réussi à prévoir, on a en général énormément de mal à s'en protéger. Voilà, je pense avoir évoqué l'ensemble des styles de jeu. Vous aurez remarqué que j'ai bien pu développer les styles de jeu communs, diplomate, offensif, défensif, et j'ai été beaucoup plus vague sur l'impérialisme et la tortue. C'est volontaire. Ces styles de jeu sont très particuliers, et je ne peux pas les définir avec précision dans la mesure où chaque joueur est particulier dans l'exercice de ces styles. Par exemple,
On me considère comme un impérialiste offensif à tendance navale. Je vous raconte pas le bordel pour expliquer ce que c'est. Et surtout pour expliquer toutes les autres nuances de style. D'ailleurs, c'est pas le but de ce cours. Cependant, j'espère vous avoir explicité les façons générales de jouer à Suprématie. J'espère que je vous aurai aidé à les comprendre. Comprendre les styles de jeu vous aidera à mieux mettre en place votre jeu et votre travail d'équipe. N'hésitez pas à faire exprès de jouer selon un style particulier sur une partie d'entraînement. Savoir s'adapter à un jeu nouveau est un excellent moyen de s'expérimenter et d'être, et là le terme est bien utilisé, polyvalent. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain cours de N1 de l'Académie.